Et voilà, je crois que, voilà. Ah bon. Voilà. Je constate que nous sommes déjà connectés sur Facebook avec mon invité du jour, monsieur Évrard Nango. Voilà. Alors, bonjour ou bonsoir, tout dépend. Voilà, c'est bonsoir qui marche, monsieur Nango. Hein? Oui, bonsoir. Voilà. Nous sommes au journal de la communauté de Jean Lewis. Nous émettons sur www.conlive11.com. Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent regarder live sur Facebook cet entretien entre monsieur Évrard Nango et la radio de la communauté. Une fois de plus, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Ce n'était pas du tout facile car vous avez également, vous êtes très, très chargé. Alors, l'entretien de ce jour, monsieur Évrard Nango, va porter sur comment surmonter ou juguler la crise politique congolaise. D'abord, je voudrais, dans un premier temps, vous demander de vous présenter aux auditeurs. Évidemment, nous aurons quelques questions de la part des auditeurs, questions qui porteront éventuellement sur vous-même et sur le sujet du jour, notamment la possibilité de juguler ou de surmonter la crise que connaît notre pays. C'est à vous, M. Nango, pour une sommaire présentation. Oui, je m'appelle Évrard Nango. Je suis le président du mouvement démocrate congolais. Je suis basé en France. Donc, j'ai été à l'initiative ici de l'initiative Sauvons le Congo, que les gens à la place je suis aussi membre du comité d'action pour la défense de la démocratie. Et voilà, donc activiste, bon, je suis passé à la table d'homme politique, voilà. Voilà, Sauvons le Congo, ça me rappelle les années 2014 par là, je crois. Hein? Oui, 2012 à 2014, oui. Voilà. Alors, nous reviendrons sur tous ces détails pendant cet entretien. À tous ceux qui viennent de se connecter, je rappelle que j'ai pour invité M. Évrard Nango, membre de la communauté ou de la diaspora congolaise de France. Avec Évrard, nous allons essayer d'aborder quelques sujets relatifs à la situation politique, sociale, économique de notre pays. Monsieur Évrard Nango, vous êtes un homme politique, il faut le dire, vous étiez activiste, mais maintenant vous êtes un homme politique que tout le monde connaît, avec une carrure. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs, notamment à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur Facebook, ce que vous avez déjà dans votre vie réalisé et qui force l'estime des Congolais? Vous pouvez me citer une réalisation, entre guillemets, mais qui fait votre fierté. Bon, la seule réalisation où je peux dire qui a fait ma fierté, c'est la création du MODEC. Parce que je suis sorti de l'étape d'activiste. Nous avons mené des actions politiques sur la place de Paris et à l'étranger aussi. Mais il fallait concrétiser ça. Et concrétiser ça, c'est au niveau de Brazzaville. Quand nous sommes allés au pays, on a créé le MODEC. En tout cas, c'est une fierté pour moi, quoi, de pouvoir chercher à servir mon peuple et monter une structure politique reconnue par les autorités de la place. Voilà. Et donc, vous êtes à l'origine avec d'autres, bien sûr. Je crois que vous étiez avec cet autre ami, mon ami Diafouka, hein, non? Oui, tout à fait, oui. Aussi, des choses que nous avons trouvées sur place dans la vie, des jeunes qui ont beaucoup de qualité aussi. Eux, avec nous, ça a été vraiment une symbiose et ensemble, nous avons conjugué nos efforts pour pouvoir monter cette structure-là qui est le MODEC. Voilà, donc nous parlons ici du retour de M. Évrard Nango au Congo-Brazzaville. Ça se passe en 2014. Création du MODEC. Alors, M. Évrard, vous savez déjà qu'à l'époque, les gens décriaient justement ce qui se passait à Brazzaville. Mais qu'est-ce qui vous aura motivé à vous rendre à Brazzaville alors que tout était déjà connu, notamment
du retour des difficultés que connaissait la démocratie dans votre pays. Pourquoi êtes-vous reparti au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce qui vous aura fasciné? Il faut repartir d'abord à la genèse, parce que je ne peux pas aborder ce sujet, je ne repars pas au niveau de la genèse. Quand nous avons commencé les actions politiques de la place de Paris, au départ, nous avons mis en place le collectif pour le Congo. Mais le collectif pour le Congo, quand nous avons mis en place, nous étions accompagnés des amis, des frères qui sont à Brazzaville, d'un commun accord. C'est suite à une conférence débat qu'on avait organisée à la Maison d'Afrique du Congo. Après cette conférence que nous avons décidé de créer le collectif Sauvons le Congo. Mais le but était d'avoir une structure en France et à Brazzaville. Donc, mais malheureusement, les amis qu'on avait confié la responsabilité d'aller monter les structures à Brazzaville ne l'ont pas fait. Ensemble, notre vision était de faire la politique en même temps sur la place de Paris et à Brazzaville. Comme nous avons la facilité de se déplacer, de voyager, d'aller un peu partout, donc on avait jugé bon d'avoir une structure en France et à Brazzaville. C'est suite à cette idée que quand l'occasion nous a présenté d'aller sur place à Brazzaville, d'aller faire notre politique, mais nous avons sauté sur l'occasion et nous sommes partis. Donc voilà, c'est ça. Voilà, je rappelle que nous avons pour invité de ce jour-là la communauté, monsieur Évrard Nango. Nous avons eu des difficultés à commencer cette émission. C'est pour cette raison que je vous informe que monsieur Évrard Nango ne me voit pas, mais il m'entend. Vous pouvez me voir, mais Évrard Nango ne me voit pas. J'espère que vous allez, nous aurons le rapport d'écoute de cette émission par nos auditeurs. Voilà. Le constat, donc, avec M. Modek, le constat était décevant. Et cette organisation, ce que je sache, n'existe même plus. Non, l'organisation existe. C'est parce qu'actuellement, la nouvelle loi de politique, vous avez entendu que non, le pouvoir a décidé de suspendre beaucoup de partis politiques. Et bon, voilà, nous aussi, nous sommes aussi victimes aussi collatérales de pouvoir. Le Modek, c'est un mouvement qui a été normalement, c'est un mouvement où nous avons pris nos droits de distance, nous avons fait notre sortie officielle. Donc, nous étions en pleine structuration du mouvement. Poser des félicitations dans toute la République. Bon, mais malheureusement, pouvoir décider autrement. Mais nous allons baisser les bras. Il y a des moyens de concours à faire pour que notre mouvement puisse continuer son existence. Oui, s'agissant de la suppression de ces partis, est-ce que vous pouvez en dire un mot? Que contestez-vous face à cette mesure du gouvernement congolais? Mais oui, mais vous savez que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Donc, je pense que non, ce n'est pas une bonne décision. Parce que le pouvoir, en voulant agir ainsi, pense que non, ils vont donner des tâches au FMI pour que le plan de restructuration que le FMI a promis au Congo, que ce soit réalisé. Je pense que ce n'est pas la bonne décision, quoi. Bon, c'est vrai qu'au niveau des partis politiques au pays, il y a vraiment une pagaille, ça je connais. Mais là, il ne faut pas prendre tous les partis politiques comme ça. Il faut d'abord lancer un ultimatum, un avis et demander à ce que les partis se mettent en conformité et procéder aussi aux sanctions. Mais bon, le pouvoir a décidé autrement. Et c'est la preuve que non, nous ne sommes pas alliés au pouvoir. Parce que si nous sommes alliés au pouvoir, notre existence devait continuer jusqu'aujourd'hui. Quoi, vous pensez que les gens vous soupçonnent d'être alliés au pouvoir? Oui, effectivement, beaucoup de gens nous soupçonnent du fait que non, nous sommes allés à Brazzaville pour que nous avons trahi, que nous étions alliés au pouvoir. Non, ça n'a jamais été le cas. Ce qui nous suit, on n'a jamais, aucun moment, changé notre position. On a toujours été constant dans nos positions. Rien n'a changé. Même à Brazzaville, la preuve, on n'a jamais soutenu le changement de la Constitution. Jamais. Bon, mais Eva, vous comprenez que dans la diaspora et un peu partout, pour eux, le baromètre, c'est quoi? Aller et revenir à Brazzaville, aller à Brazzaville et revenir en France sans avoir été inquiété. Quand vous faites ça plusieurs fois, on vous met dans le même panier des opposants de surface, de façade.
ça relève de l'ignorance. Ça relève de l'ignorance. Parce que dire que nous n'avons pas été inquiétés, oui, mais nous avons été inquiétés parce que nous avons été interpellés par la DGST. Bon, ce que nous reprochait par le fait de critiquer le pouvoir, tout ça, mais il y a une chose que j'ai au niveau du pays. Moi, on parle parce que nous, on n'a pas les mains souillées, on n'a pas les mains liées avec ce pouvoir-là. Les gens avec lesquels on dealé, ils ont eu des compromis avec ce pouvoir, ce sont les gens avec lesquels que le pouvoir poursuit. Et c'est ça, c'est ce que nous avons appris, mais nous n'avons rien fait. Donc, nous sommes animés de passion de faire la politique pour notre pays, pour faire évoluer les choses. Mais ce n'est pas interdit non plus. Il y a des gens qui hallucinent au niveau de la diaspora. Ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui est recherché par le pouvoir. Nous respectons les règles, nous respectons les institutions. C'est vrai que nous faisons la politique, nous nous arrêtons seulement au niveau de la politique, nous n'outrepassons pas le droit. Voilà, nous connaissons nos devoirs, nous connaissons aussi nos droits aussi, mais nous nous limitons par rapport à cela. Alors donc, vous pensez, Évrard, que ceux qui sont en prison ou inquiétés sont ceux-là qui ont une dette morale vis-à-vis du gouvernement et que c'est par une espèce de sanction qu'ils se retrouvent dans ces conditions. Ben oui, mais la plupart, oui, justement. Parce que beaucoup de gens, ils ont eu à un moment donné à fricoter avec ce pouvoir-là. C'est pour cela que nous, ils sont sanctionnés aussi. Mais nous, je l'ai toujours dit, personne qui me concerne et les autres aussi, déjà, nous ne sommes pas de la génération de président Sassou. Et lui, pour nous, c'est un peu. Moi, j'ai fricoté avec ses enfants à l'école, au collège. Donc, même si nous sommes engagés en politique, personnellement, je n'ai aucun problème avec eux. Donc, on ne pose de rien. Donc, pourquoi le pouvoir va s'en prendre à moi? Je suis un simple citoyen qui est animé d'une passion, qui veut apporter sa pierre à la construction de ce Congo. Donc, ceux qui sont quelque part, si un peu dans leur passé, dans leur histoire, ils ont eu à fricoter un peu avec ce pouvoir. Alors, Évrard, restons toujours sur ce chapitre de MODEC, votre passage à Brazzaville, votre séjour politique, ou voilà, appelons-le ainsi. Vous parlez de, quand vous décrivez cette situation, ce passage, vous parlez, vous pensez qu'il n'y a pas de leadership au Congo et que la politique, en fait, c'est une manipulation. J'ai cru le voir épingler cela dans l'une de vos vidéos. Vous dites qu'au Congo, on ne fait pas de politique, c'est la manipulation. Alors, est-ce que vous pouvez nous ramener dans le contexte de ce que vous avez vécu à Brazzaville pour expliquer cela? Oui, justement, je le dis, cette remarque ne révèle pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, je constate que non, au Congo, on n'a pas encore commencé à faire de la politique. Parce que si nous revenons sur les fondamentaux de la politique, c'est quoi la politique? C'est l'art de gérer la cité. Il est toujours dit, si au Congo on faisait de la politique, notre pays serait vraiment avancé et dans beaucoup de domaines. Et sur place, sur le terrain, à Brazzaville et ailleurs, parce que j'ai eu ce privilège de sillonner du sud, de l'est à l'ouest, j'ai été un peu partout quand j'étais à Brazzaville, quand j'étais au pays. Mais le constat, il est amer. En 58 ans d'indépendance, je peux dire que non, le Congo, c'est un pays qui n'est pas encore construit. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et nous avons des partis politiques, mais les partis politiques sont des cartels de mafia. Les partis politiques, ils n'ont pas de programme, leur but. Et ce n'est pas faire avancer les choses. Changer les conditions de vie des populations, ce n'est pas la préoccupation des hommes politiques congolais. Vous voyez même le débat, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat d'idées au sein de la classe politique congolaise. Donc voilà, et dire que nous faisons de la politique, c'est une absurdité, c'est de la mafia. Bon, est-ce que vous voulez, voulez-vous, Évrard, à partir de cette critique, contester la capacité intellectuelle et professionnelle de ces cadres qui évoluent au pays maintenant, ou encore que vous pensez, moi je crois peut-être que le système dans lequel ils se trouvent ne leur permet pas de s'exprimer valablement? Est-ce que c'est la valeur intrinsèque des cadres qui se pose, ou encore le système
qui ne les utilisent pas à bon escient ou qui les empêchent d'éclore. Chacun a sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe dans notre pays. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous déduire de nos responsabilités. Les cadres aussi, je ne mets pas en cause voilà, la valeur intrinsèque de nos intellectuels. Je pense que le Congo est du potentiel. Ça, je le reconnais. Les Congolais ont du potentiel. Les Congolais sont très intelligents. Nous devons nous exprimer et mettre cette intelligence de la population. Je pense que c'est notre passé communiste. Et ça, il faudrait qu'on le dise. C'est notre passé communiste. C'est ça qui pèse sur nos cadres, tout ça. Parce que, regardez-nous le président de la République. Un homme politique a une vision. J'ai eu ce privilège de discuter avec la plupart des hommes politiques, que ce soit ceux qui sont de l'opposition et ceux qui sont au pouvoir. J'ai constaté que non, les gens n'ont pas une vision claire et cohérente de la politique. Voilà, la politique chez nous, c'est une vision assez erronée. C'est une vision voilà, archaïque. C'est de la manipulation. Aujourd'hui, les gens, ceux qui font de la politique, ils pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à la population, ils ne pensent pas à améliorer les conditions de vie des populations. Non, ce n'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est les postes politiques. Leur préoccupation, c'est gérer, mais mal gérer. Voilà. Aujourd'hui, il ne suffit pas de faire, mais il faut bien faire. C'est ça qui manque un peu au niveau de notre classe politique. Donc, c'est pour ça, même au niveau de nos intellectuels. Mais combien de cabinets de réflexion à notre pays? Voilà. Les systèmes sont le système scolaire, par exemple, quand on prenait par exemple le système scolaire congolais, mais c'est très obsolète. Nous avons été avec mon ami Jack Lepita à l'ENIRAP. On a voulu comprendre comment que les programmes scolaires sont conçus. Jusqu'aujourd'hui, ce sont les mêmes programmes scolaires. Un pays qui avance, les choses changent, il y a des réformes. Combien de réformes ont été entreprises dans notre pays en 30 ans ou en 40 ans? Je dirais quasiment nul. Il n'y a quasiment pas de réformes. Ce sont les mêmes choses. Un pays qui a des intellectuels, un pays qui fait la politique, les choses avancent, les choses changent. Regardez les conditions de vie des populations, ce sont les mêmes. Hier on avait l'eau et l'électricité en abondance. Aujourd'hui, on a du mal à joindre les deux bouts. On a du mal à avoir de l'eau et de l'électricité en permanence et en abondance. Donc, il y a un problème. Il veut dire qu'il y a un problème. Et où sont les intellectuels? Ils sont là, ils sont absents. C'est vrai que le système les empêche. Le système empêche. Nous, pourquoi aujourd'hui, nous avons eu ce réflexe de parler des positions concrètes pour pouvoir sortir notre population de la misère et de cette crise que nous connaissons? C'est parce que nous avons pris conscience. C'est un problème de manque de conscience aussi. Voilà. Alors, pour conclure sur ce point, je voudrais que vous me disiez si, au regard du constat que vous avez fait quand vous étiez à Brazza, au Congo, j'allais dire, le Congo est-il à reconstruire ou à construire pour vous? Non, le Congo, je dirais, c'est pas un pays qui a été construit. Le Congo n'a jamais été construit. C'est vrai qu'on a. Vous voulez rejeter tout ce que les Massamba Déba, les Youlou ont laissé? C'est juste, eux, ils ont commencé, ils ont posé des bases de la construction du pays. Mais eux n'ont pas amorcé cette phase. Ils n'ont pas continué dans cette ligne. Au contraire, ils ont encore enfoncé le pays. Un pays, hier, nous avons eu l'eau et l'électricité en permanence. Et aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Dire que non, c'est un pays, non, il n'y a rien un pays à construire. Et je pense que chaque citoyen congolais a sa place dans la construction de ce pays. Voilà. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent sur Facebook que nous sommes connectés à partir du studio central ici à Chicago et que nous avons pour invité M. Évrard Nongo, qui est un homme politique congolais et qui vit en France. Avec Évrard, nous parlons de la possibilité de surmonter ou de juguler la crise politique congolaise. Alors, Évrard, avec ta permission, nous allons donc aux amis branchés sur Facebook, vous pouvez donc poser vos questions par écrit ou encore vous pouvez directement me téléphoner au 312 450 10 88. Pour l'étranger, vous mettez un devant pour les USA. Alors, Évrard, nous allons passer au retour en France maintenant que vous avez quitté le Congo, vous êtes revenu et les problèmes de la diaspora pour vous sont restés les mêmes. Une diaspora désorganisée, peut-être divisée. Oui, justement, la diaspora, mais parce que le combat, nous ne pas pour la diaspora. Aujourd'hui, voilà, c'est la désorganisation, ce manque d'union, manque d'unité au niveau de la diaspora.
Parce que vous savez que nous avons eu, avec Armand Dionori, lancé les initiatives. Il y a une chose, il y a un point que je dois soulever qui fait défaut. La diaspora congolaise n'a pas le droit de vote. Ça, c'est un point qui est capital parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas reconnus. Au niveau du pouvoir de Brazzaville, on ne nous reconnaît pas. Nous ne sommes pas des représentants aussi, alors que nous sommes des citoyens congolais à part entière. Donc, quand je vois par exemple la communauté malienne, sénégalaise et les autres mauritaniennes, ainsi de suite, tous, quand il y a des élections, chez eux, les élections présidentielles ou législatives, ils sont des représentants de leur diaspora. Ce n'est pas le cas au niveau du Congo-Brazzaville. C'est pour cela que nous disons que non. Et nous devons réclamer notre droit aussi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de représentants de la diaspora au sein du Parlement, au sein des institutions congolaises. Nous avons besoin que nous soyons reconnus. C'est pour cela que non, mais c'est notre combat. Nous pensons que non, ce combat, nous devons faire évoluer cette idée et rencontrer les autorités et réclamer notre droit. Parce que cette suspension date de 92. Depuis 92, jusqu'aujourd'hui, les Congolais de l'étranger ne votent plus, ne participent plus voilà, à la vie politique de leur pays. Et ça, c'est inadmissible. Mais l'équipe actuelle n'a rien fait pour restaurer tout cela. Est-ce que c'est imputable aux citoyens que vous êtes en France ou à l'étranger? Mais oui, mais si l'équipe actuelle aujourd'hui n'arrive pas à restaurer cela, c'est parce que la diaspora ne parle pas d'une seule voix. C'est parce que la diaspora, c'est pays. Alors que non, ça c'est très fondamental. Parce que pour l'équipe, pour ceux qui sont au pouvoir, pour ceux qui sont au pays, ils pensent au niveau de la diaspora, ce sont des agitateurs. Mais nous ne sommes pas des agitateurs, nous sommes des hommes politiques. Nous sommes aussi soucieux aussi de l'avenir de notre pays. Nous sommes pour beaucoup. Je pense que beaucoup sont sortis et ils ont appris, ils ont acquis certaines connaissances aussi. Ils voudront aussi. Mais nous devons nous organiser. Il y a un ministère des Affaires étrangères qui s'en charge de la diaspora, mais nous devons discuter avec eux. Le droit de vote doit être reconnu au sein de la diaspora. Je pense que non, c'est un devoir, c'est un droit fondamental. Voilà, pour nous. Nous sommes citoyens congolais à part entière. Donc, c'est à nous de forcer les choses. C'est à nous de peser de tout notre poids pour qu'au niveau de Brazzaville, que ce droit nous soit restauré. Voilà. Evra, je voudrais que nous revenions sur les causes de ce désordre que nous constatons au niveau de la diaspora congolaise. À quoi attribuez-vous tout cela? Mais les causes, c'est manque de maturité. Voilà. Il y a beaucoup il y a manque de maturité. Et c'est pour ça que je dis que dans la politique congolaise, c'est de la mafia. On a fini par comprendre que non, beaucoup dans la diaspora se sont lancés en politique, pas par conviction, pas parce qu'ils ont des idées, c'est parce qu'en s'agitant, ils sont en connivence avec certains qui sont sur place au pays, qui sont au pouvoir. Et quand eux, ils s'agitent ici, c'est pour recevoir les subsides qui viennent de Brazzaville. Voilà, nous avons fini par comprendre ce jeu, cette magouille, cette mafia. Beaucoup de gens aujourd'hui sont mafia. Malheureusement, nous n'avons pas de politique. Alors, je constate que, Evra, que... Allô? Allô? Oui, je vous écoute, oui. Ah, ok. Je constate que parmi les causes, notamment ce que le commun des mortels évoque, vous avez le problème de la corruption, notamment là où vous êtes, en France, là-bas. Peut-être ici aux USA ou au Canada encore. Bon, les gens sont corrompus et donc ne sont pas en proie à faire bouger les choses. Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, mais la corruption, les gens sont corrompus. Pourquoi? Il faut voir les causes de la corruption. Les gens sont corrompus, on les corrompt pour fermer leur bouche, pour ne pas parler. Mais beaucoup aussi, nous disons les choses clairement. Beaucoup ne travaillent pas, beaucoup n'ont pas une situation socio-professionnelle stable au sein de la diaspora. C'est pour cela que non, facilement, ils sont corrompus. Nous, on nous a traités, mais nous sommes quand même courageux. Il faudrait que les doivent nous reconnaître cela. Nous avons laissé famille, travail pour aller au pays, pour aller pour la politique. On dépendait de personne. Il y a eu même une chose de nous. Nous avons galéré, nous avons fait. Il fallait attendre que notre famille, que ton épouse fasse des westerns pour le pays. On a souffert, les gens, lesquels nous vivons. Si nous n'avons pas pu dire, c'est parce que voilà, on n'avait pas les moyens. Et nous avons refusé de donner à personne. C'est pour ça que nous avons pris notre courage de revenir et pour continuer notre combat politique. Il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Ils
ils n'ont pas une situation professionnelle, socio-professionnelle stable, et ils se sont lancés en politique. C'est pour ça qu'ils n'ont pas plus. Et une fois qu'on leur présente quelques subsides qui viennent de Brazzaville, ils baissent les bras. Voilà le problème. Alors, que pensez-vous de ceux qui ont du travail et qui se comportent ainsi, qui sont en proie à cette corruption? Ils n'ont pas une situation. Ceux qui sont en situation socio-professionnelle stable, et ils se sont lancés en politique. C'est pour ça qu'ils nous devons faire le ménage. Nous devons faire le ménage. Parce que le temps est venu. Alors, que pensez-vous? J'ai quelques problèmes ici. C'est un peu en décalé, je vous écoute. Oui, j'ai quelques difficultés. Allô? Oui, je vous écoute, oui. Voilà, je crois que c'est revenu. Alors, je disais, que pensez-vous de ceux qui ont du travail et qu'on accuse d'être corrompus aussi? Ceux qui ont du travail, qu'on leur traite de corrompus, ils n'ont que leur conscience. C'est devant leur conscience comment ils doivent répondre aussi. Mais ils ne pourront plus en fonction de. C'est quand on dit que moi, c'est qu'ils ne peuvent pas parler. Mais si ceux qui parlent, je ne pense pas que tout le monde est corrompu. J'en connais beaucoup qui sont au sein de la diaspora, qui ont une situation socio-professionnelle stable et qui ne sont pas corrompus, qui rejettent un peu les miettes, les subsides qui viennent de Brazzaville. Ils sont nombreux, j'en connais beaucoup. Donc, ceux qui sont corrompus, je suis vraiment navré pour eux. Ce n'est pas une bonne logique. Même si aujourd'hui, nous pouvons dire que cet argent, ça appartient à tous les citoyens qu'on voulait, mais ce n'est pas de cette manière que nous devons proposer. Alors, tu sais, Evra, tu es un homme politique, jeune, avec beaucoup d'initiatives. Est-ce que, dans le cadre de l'assainissement de ce climat, de cette diaspora, quelles sont les démarches ou les initiatives que tu veux prendre pour essayer de convaincre ceux-là, de les ramener à des comportements beaucoup plus éthiques quant à ce phénomène que tous nous décrions, celui de la corruption? Est-ce que tu te rapproches ou tu as créé une structure qui amènerait les Congolais à comprendre? Quel est le discours que tu utilises à ce jour pour justement dissuader, en quelque sorte, ceux qui se comportent ainsi? Voilà, donc, nous devons d'abord faire l'état général de la. Il y a eu beaucoup de batailles, il y a eu beaucoup de combats que nous avons menés au sein de la diaspora et que nous avons échoué. À un moment donné, même le Seigneur Jésus le disait dans l'Écriture, tu ne peux pas te combattre avec ton ennemi si tu ne prends pas le temps de d'abord l'état des lieux, l'état de tes troupes, de savoir combien de troupes que vous disposez, quelles sont les armes avec lesquelles que vous avez et comment vous allez combattre. Et ceux qui connaissent bien la stratégie de la guerre de Sun Tzu, il faudrait être des stratèges. Aujourd'hui, c'est la stratégie. La diaspora n'a pas de stratégie. Nous manquons de stratégie. Longtemps, nous avons échoué. Mais qu'est-ce que nous devons asseoir tous ensemble échouer et arrondir. Et c'est pour cela que j'avais proposé l'idée des équipes de la diaspora. Parce que nous pas évoluer comme ça. Une fois que nous ferons les équipes généraux de la diaspora, chaque domaine, revoir chaque structure, nous allons nous unir et nous mettrons en place une charte de bonne conduite. Celui qui joue cette charte de bonne conduite sera sanctionné. Voilà. Donc, chacun ira cette charte de bonne conduite et prendront des résultats de nos états généraux. Et comme ça, maintenant, nous pouvons nous restructurer et avancer. Maintenant, nous sommes dans la bataille. Est-ce que vous avez essayé déjà de consulter quelques amis pour avoir du soutien? Est-ce que les gens savent que tu as déjà proposé tout cela? Est-ce qu'il y a eu un forum que vous avez organisé concrètement pour en parler et en débattre? Non, mais le travail se fait. Nous sommes en train de nous organiser. Le travail de contact se fait. Il y a tellement de suspicions, on le dise aussi, parce que d'aucuns aussi nous pensent que le fait que nous sommes revenus du pays, que nous sommes des envoyés du pouvoir, et les gens ont peur. Et voilà, de nous rencontrer, de discuter avec nous. Bon, je les comprends aussi, mais nous ne serons pas là, on ne peut pas évoluer dans la suspicion. Donc, à un moment donné, chacun de nous doit son courage pour essayer d'avancer. Parce que nous, l'avantage que nous avons eu par rapport aux autres, nous avons été sur place, nous avons touché les réalités
du doigt. Nous avons vu comment ça se passe. Et ça nous a aguerris, ça nous a ouvert un peu les yeux et nous avons compris comment est-ce que les choses marchent. Maintenant, en revenant, mais nous voulons que par rapport à notre expérience, que les autres aussi puissent bénéficier de cette expérience pour que tous ensemble, nous puissions réorienter notre combat politique. Alors, quelle est la structure qui est la vôtre à ce jour et qui vous permet de... je voudrais savoir si vous avez un parti actuellement en France et qui, à travers lequel vous véhiculez toutes ces idées. Ne sont pas reconnus en France. Hein. Les structures, il y en a. Il y a pas mal de structures. On ne va pas en créer d'autres parce que nous ne pouvons pas aller de structure en structure. Bon, l'idée nous voulons, vous voyez, en fait, c'est comme si c'est ce qui s'est passé avec le président Macron. Rassembler les gens comme ça, c'est un rassemblement citoyen. Voilà, nous voulons lancer un rassemblement citoyen. Au-delà des structures politiques, au-delà des considérations ethniques, religieuses et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un mouvement citoyen que nous voulons lancer, quoi. Parce que les structures, il y en a, mais créer encore d'autres, rajouter structure sur structure, je pense que ce ne sera pas la solution. Faire un rassemblement citoyen, c'est en fonction de ce rassemblement citoyen que nous allons décider comment est-ce que nous allons orienter notre combat politique. Évrard Nango, invité de ce journal. Oui. La diaspora, elle est disparate aussi. Hein. Il y a aussi la diaspora, pas qu'en Europe aussi. Il y a aussi vous qui êtes aux États-Unis. Il y a aussi d'autres qui sont en Afrique aussi, d'autres qui sont en Asie. Mais il faut rassembler tout le monde. Parce que quand on parle de la diaspora, les gens font seulement allusion à l'Europe et principalement à l'Afrique. Non, il y a des compatriotes qui sont aux États-Unis, au Canada, et en Afrique du Sud, et un peu partout, au Maroc, en Tunisie. Donc, c'est toute cette diaspora. Il faut rassembler tout ce monde-là. Et c'est ce que nous faire. Allô? Nous avons quelques problèmes de ligne avec. Allô? Non, mais je vous écoute. Voilà. Oui, je vous écoute. Oui. Voilà, nous avons quelques petites coupures du fait de la connexion. Alors, Évrard, je rappelle que nous avons Évrard Nango, qui est un Congolais de Brazzaville et homme politique. Avec Évrard, nous parlons de la crise politique au Congo-Brazzaville et des moyens de la surmonter. Alors, Évrard, vous avez lâché le mot vous-même, j'ai décelé le mot suspicion. J'ai cru entendre, des gens m'ont appelé pour vous poser une question, celle de vos acquaintances avec Monsieur Kiki Nguesso. Kiki est-il votre ami? Et à ce jour, quels sont les rapports sur le point de vue idéologique que vous entretenez? Bon, pour commencer déjà, Kiki, c'est pas un ami. Kiki, finalement, je le connais pas. C'est le fils de la République, donc c'est un citoyen congolais. Il a le droit de faire sa politique, il a le droit aussi de faire ce qu'il veut aussi. Bon, ça n'engage que lui. Et je n'ai aucune acquaintance avec lui. En tout cas, disparaît. Donc, c'est ce que je peux dire. Nous avons des problèmes de son. Je ne sais pas si à l'enregistrement, ce son reviendra à la normale. Nous avons quelques difficultés. Allô? Oui, j'ai du mal à vous suivre du fait. Voilà. Toujours sur la même question qui porte sur M. Kiki Nguesso, Christian Nguesso. Je vous ai suivi sur une vidéo avec mon frère Aristide Mobébissi. Vous parliez d'une conférence qu'il aurait tenue en France il y a quelques années. Vous vous y êtes rendu, vous avez participé à cette conférence et vous disiez à Aristide qu'il était tout à fait normal que vous discutiez avec lui. Mais comment aujourd'hui vous affirmez que vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas quelques acquaintances idéologiques? Bon, là, qu'il avait moi, je ne pas en conférence avec le de Brazzaville. Mais comme tout citoyen politique, et oui, il y a eu, comment dirais-je, des contacts à un moment donné, mais par les gens et par les intermédiaires, les gens interposés pour pouvoir nous demander si nous avons une ligne et nous ne pouvons pas nous démarquer de notre ligne politique. Donc voilà, il n'y a pas d'acquaintance entre nous. Je pense que non, lui il est du PCT, du Parti congolais du travail. Oui. Moi je suis du MODEC. C'est pas la politique, c'est la même vision. Il a sa vision politique. Moi aussi j'ai aussi la mienne aussi. Donc pour moi,
c'est un adversaire politique. Donc voilà, ces idées ne sont pas les miennes aussi, donc nous ne partageons pas la même vision et les mêmes idées politiques, même idéologie aussi, quoi. Alors, dans le cadre d'une équipe gouvernementale, allô? Oui, voilà, dans le cadre d'une proposition qui consisterait à mettre en place une équipe gouvernementale de ce qu'ils appellent Union nationale, équipe de transition, êtes-vous prêt à participer donc dans un gouvernement de ce genre? Notamment, aujourd'hui, Kiki Christel est vu comme, est pressenti comme le prochain président du Congo. Alors, si on vous invite à participer à un gouvernement d'union nationale, seriez-vous en mesure d'accepter cette offre? C'est plus clair, non? Le but de toute forme politique, c'est quoi? C'est de diriger. Oui. Voilà, apporter des idées et chercher à faire à ce que les choses avancent. Oui. Donc, personnellement, ce qui me concerne, je ne me suis pas engagé en politique pour rester dans l'expectative, pour être là pour applaudir les autres. Je me suis engagé en politique parce que j'estime des idées que je veux apporter dans mon pays. Voilà. Donc, s'il y a une opportunité aujourd'hui d'être membre d'un gouvernement et d'apporter mon expertise pour faire avancer les choses dans mon pays, pourquoi pas? Mais tout se discute parce que je ne peux pas accepter, parce que ça peut être aussi un cadeau aussi empoisonné aussi, on le sait très bien aussi. Donc, toutes les propositions sont aussi bonnes, mais ce sera peut-être avec mon équipe, l'équipe avec laquelle moi j'évolue, nous allons discuter et nous pensons tous les contours aussi, les tenants et les aboutissants, pour que nous puissions nous exprimer s'il y a cette occasion, si nous verrons si dans ce gouvernement. Alors, Évrard, j'ai une question de curiosité. Êtes-vous partisan de ce que les Allemands appellent la realpolitik, c'est-à-dire que faire un peu de pragmatisme, analyser les situations et comprendre parfois qu'on est obligé de faire des choix à un certain moment? Et peut-être. D'accord, je suis quelqu'un du réel. J'estime que non. Vous voyez, dans tous les pays, parce que on le voit, nous vivons en Occident, vous êtes aux États-Unis, vous voyez comment est-ce que ça se passe. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de la crise économique de 1929 aux États-Unis. Voilà, je pense que dans tous les je l'ai étudié quand j'étais encore enfant. Allô? Je vous écoute. Oui, d'accord. Donc, c'est exceptionnel. Mais il y a un moment donné, nous devons transcender aussi nos clivages politiques, nous mettre ensemble aussi, parce que la situation aujourd'hui du Congo concerne tous les Congolais. Vous savez que la politique, c'est la continuité. Ça peut aller, mais la dette congolaise y restera. Mais non, si aujourd'hui, pourquoi moi, ça ne m'empêcherait pas aujourd'hui que tous ensemble, tous les citoyens congolais, d'où qu'ils soient, peu importe les politiques, que nous puissions nous asseoir ensemble, trouver des solutions pour pouvoir faire avancer les choses, réguler, trouver des solutions à notre crise politique et faire avancer notre société. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que celui dans lequel nous sommes engagés en politique, que ça soit là ou que ça ne soit pas là, la crise est là, la situation du Congo ne changera pas. Si nous-mêmes, citoyens congolais, nous ne le vivons pas, ça ne pose aucun problème. Voilà, je vous comprends. Ce qui me permet donc d'aborder la question des initiatives qui sont prises, notamment ça et là. Donc, vous avez au pluriel le terme conférence qu'on utilise là-bas, notamment en France, où vous êtes certainement plus actifs que nous. Alors, mon cher Nango, on parle de conférence au pluriel, c'est-à-dire d'une conférence internationale, de conférence bis, de dialogue. Quelle est pour vous l'initiative qui va ou qui marche pour juguler cette crise congolaise, cette crise politique? Avez-vous déjà fait votre choix? Oui, depuis longtemps, a commencé contre RFI, parce qu'il faudrait qu'on le dise, c'est Radio France Internationale, première lancée, les chiffres, tout ça par rapport à la crise, jusqu'à ce que les Congolais ont constaté que non, effectivement, la crise était là. Mais nous sommes constants et j'ai toujours dit, la seule manière, la seule solution pour résoudre le problème de cette crise, c'est de nous asseoir. C'est un dialogue. Ça doit passer par un dialogue inclusif. Voilà.
Je ne crois pas à la conférence internationale. Ce n'est pas aux Occidentaux, aux étrangers, ce n'est pas nos partenaires socio-économiques qui doivent nous aider à résoudre nos problèmes de crise. C'est vrai, il y a la responsabilité de s'assurer son gouvernement. Cette classe politique, ils ont leur part de responsabilité. Nous-mêmes, nous asseoir et de trouver des solutions à un problème. Moi, je crois à l'intelligence congolaise, je crois au génie congolais. Je pense que non, quand il y a des situations difficiles, c'est en ce moment-là que un peuple doit montrer sa capacité de transcender, de trouver des solutions réelles et pour pouvoir s'en sortir. Beaucoup de nations l'ont fait. Pourquoi pas le Congo? Donc, je pense que non, s'asseoir ensemble, tous ensemble, sur une même table, et c'est la solution idéale. Mais les autres solutions, je pense que non, elles ne sont pas les peuples. Voilà. C'est un dialogue national inclusif. Alors, dialogue national inclusif, donc il se tiendra au Congo? Oui. Ou à l'étranger? Nous sommes congolais. Voilà. Mais s'il y a des gens qui ont peur de se déplacer, bon, je pense que c'est leur problème. Ou bien qui souhaitent des garanties. Mais nous pensons que non. Ce dialogue doit se faire au Congo. S'il y a un dialogue comme ça, nous avons le droit de participer à ce dialogue, se rendre à Brazzaville, participer à ce dialogue, parce que ce pays, notre pays, c'est le Congo, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine commun. Donc, nous ne pouvons pas laisser le pouvoir s'approprier tout de suite. Voilà. Alors, les autres vous répondront que la réponse est évidente, que ce genre de dialogue, à proprement parler, ou d'initiative, n'arrange que les affaires du pouvoir. Il n'y a pas pour ce pouvoir un intérêt à organiser quelque chose pour laquelle ils n'auront pas le contrôle, non seulement de la méthode, mais aussi des conclusions qui seront arrêtées là-bas. Vous ne voyez pas que certains Congolais seront de facto exclus de ce dialogue. Est-ce que vous pensez qu'avec, je n'ai pas fini, Evra, avec une telle démarche, vous serez en mesure d'asseoir une paix durable? Oui, pour revenir à votre question, mais l'ordre du jour du dialogue est connu. L'ordre du jour, je pense que non, c'est comment sortir le Congo de cette crise socio-économique et politique. C'est ça l'ordre du jour, c'est connu. Maintenant, tous ensemble, nous allons nous asseoir et nous allons discuter, nous allons faire des propositions. Et nous allons auditer domaine par domaine, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les avancées, qu'est-ce qui a été fait et pourquoi nous sommes là. Et en fonction de ça, nous trouverons des solutions, nous allons trouver des solutions. Maintenant, par rapport à ce que vous nous dites, je pense que non, nous ne devons pas agir ainsi. Nous ne devons pas agir ainsi et avoir ce genre d'appréhension, quoi. Le Congo nous appartient tous. Alors, donc tu vas… Voilà, Evra, est-ce que vous allez faire un clin d'œil au gouvernement pour leur dire, écoutez, soyez conciliants, d'abord, il faut assainir la place publique, notamment, vous avez le problème des prisonniers, vous avez le problème de ceux qui ont des problèmes là-bas et qui ne peuvent pas repartir au pays. Ceux-là n'y mettront jamais les pieds, donc ils sont déjà exclus dès le départ. Est-ce que vous pensez restaurer la démocratie et la paix de cette façon? Non, mais je pense, mais tout doit être abordé. Il n'y a pas de sujet tabou. Il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Oui. Tout doit être abordé. Ceux qui ont des problèmes avec la justice, répondre aux convocations de la justice devant la justice aussi. Mais ceux qui ne se reposent de rien, je ne veux pas pourquoi, parce qu'il y a aussi une psychose aussi au sein de la diaspora. Tout le monde pense que, s'ils repartent ceux qui sont en exil. Bon, ceux qui ont été exilés, ils se disent que non, s'ils repartent à Brazzaville, peut-être qu'ils seront arrêtés et tout ça. Mais s'ils n'ont pas de problème avec la justice, s'ils n'ont pas versé de sang, tout ça, je ne pense pas que non, qu'ils seront interpellés, poursuivis au niveau du pays. Alors, ceci, vous pensez est valable même, Evra, ceci, vous pensez est valable même pour les gens du pouvoir, parce que dans le camp du pouvoir également, vous avez des gens qui ont commis des crimes. Vous croyez que ça, c'est une démarche qui rassure? C'est-à-dire que ceux qui, du côté du pouvoir… Oui, allez-y. Du côté du pouvoir aussi, il y a des gens qui ont commis aussi des crimes. Mais si nous n'avons pas le courage de nous asseoir, de discuter, de nous pardonner, nous ne pouvons pas avancer, ce sera le statu quo. Et moi, je suis contre le statu quo. Nous ne pouvons pas continuer à garder le statu quo. À un moment donné,
Chacun doit prendre son courage, reconnaître ses erreurs. Bon, oui, nous avons commis des erreurs, il y a eu des fautes. Nous devons nous réconcilier, d'où l'importance de la réconciliation. Parce que nous ne pouvons pas continuer à entretenir la haine dans nos cœurs. Voilà. Nous, je vois voilà, les inutiles sur le tribalisme, tout ça. À un moment donné, nous sommes tous frères, fils d'un même pays. Nous devons nous pardonner et nous devons avancer ensemble. Le Congo appartient à tout le monde. Ce n'est pas une exclusivité à ceux qui sont au pouvoir. Et ce n'est pas eux de faire justice. Non, il y a une justice. Ceux qui ont commis des crimes, je pense qu'il y a la justice divine aussi. Donc, ceux qui ont commis des crimes, de part si nous pouvons nous dire des vérités, et nous, pendant la conférence nationale, il y a eu un moment donné, les gens ont fait le lavement des mains. Les gens ont essayé d'éponger un peu. Mais c'est ce que, Evrard, c'est ce que j'ai bien voulu. Evrard, c'est ce que j'ai bien voulu te proposer. Mais à la conférence, les gens ont blanchi tous les crimes. Pourquoi vous n'allez-vous pas répéter la même chose? C'est-à-dire que vous y allez pour passer l'éponge sur tout ce qui a été fait. Et puis, pourquoi vous évoquez le problème de la justice encore? Nous devons être laxistes. À un moment donné, il faudrait qu'on arrive à sanctionner ceux qui ont commis des crimes. À un moment donné, il faudrait qu'on donne les moyens à notre justice, que la justice arrive à enquêter et que ceux qui ont commis des crimes, peu importe les crimes, bon, je parlais aussi des crimes économiques parce que nous ne devons pas oublier. Beaucoup ont commis des crimes économiques aujourd'hui, d'où la situation dans laquelle nous connaissons aujourd'hui du pays. Oui. Le pays est plongé dans une crise socio-économique, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de crimes économiques. Mais ces gens-là ne doivent pas rester impunis. À un moment donné, il faudrait que la justice fasse son travail. Alors quelle justice? Quelle justice? Mais notre justice, le Congo, c'est un état de droit. Et nous avons une justice. Il faut donner les moyens à cette justice-là. Que cette justice soit indépendante. Donc, vous pensez qu'il faut d'abord la réorganiser cette justice pour qu'elle soit réellement indépendante et statuer sur les cas que vous évoquez? Ou encore les mêmes qui sont en activité maintenant? Oui, justement, mais tout passerait d'abord par rapport au dialogue que nous aurons. Donc, la vérité, c'est le seul pays au monde qui a connu ce genre de situation. Il y a eu beaucoup de pays qui ont connu ce genre de situation et qui sont relevés aussi aujourd'hui qui l'avons. Nous devons faire la même chose, essayer d'avancer avec ça. En Afrique du Sud aussi, par exemple, il y a eu des crimes, il y a eu l'apartheid aussi avec des Blancs, mais à un moment donné, les gens ont discuté, ils ont trouvé des compromis, des terrains d'entente, et aujourd'hui, ils avancent. Donc, pourquoi pas avec le Congo? À un moment donné, nous devons discuter entre nous, trouver des compromis, parce que quand on fait la politique, c'est aussi des compromis. On ne peut pas tout avoir, nous devons avoir des compromis, et en fonction de ces nous allons avancer ensemble. Nous verrons comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir donner moyen à notre justice, et pour que notre justice aussi essaie de mettre un peu de l'ordre, parce que nous ne pouvons pas continuer toujours dans l'impunité. Non, à un moment donné, il faut sanctionner. Et voilà, Evrard, j'ai une question, une remarque d'un auditeur, M. Archange, qui croit qu'il n'y a pas de justice au Congo. Oui, effectivement, nous pouvons dire que non, il n'y a pas de justice parce qu'il y a des gens qui ont commis des crimes, il y a eu des détournements de fonds, il y a eu des gens qui ont géré. C'est pour cela que non, M. Jean-Lewis, je vous ai dit au début que non, au Congo, vous faisons pas la politique. Vous êtes dans un pays démocratique où on fait de la politique des États-Unis. Vous savez que l'homme politique, c'est quelqu'un qui va rendre compte. Au Congo, les hommes politiques congolais ne rendent pas compte. Même ceux qui sont basculés à l'opposition, même ceux qui ont été aux affaires. Mais leur bilan, quel a été le bilan, par exemple, de Mathias Nzion? Quel a été le bilan de Tchétchi Madiala? Quel a été le bilan de Parfait Kolela? Le bilan de Denis Christophe Sassou Nguesso? Ils ont tous un bilan. Ils ont géré les affaires de l'État, mais ils doivent aussi venir devant les Congolais défendre leur bilan. Il y a eu André Okombi Salissa. Il a été maintes fois ministre. Il a un bilan. C'est parce qu'il est en prison que voilà, il doit être exempté de son bilan. Voilà, ils ont des affaires de l'État, mais ils doivent nous rendre compte. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec l'homme politique congolais. Comment est-ce que vous voulez qu'il y ait justice si l'homme politique ne peut pas rendre compte? Il faudrait que les gens rendent compte. Et nous devons aussi donner des moyens à notre justice. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une parodie de justice, mais les choses ne seront pas toujours pareilles. C'est ce que nous aspirons. Voilà, le pays met de l'ordre. Alors, Evrard Nango, merci donc
d'être notre invité. Nous allons bientôt conclure cet entretien. D'abord, je dois saluer la gentillesse que vous avez de vous présenter à ce journal de la communauté et le courage que vous avez d'assumer vos points de vue. Vous savez, cette tribune est une tribune libre, étant donné que nous ne sommes pas soumis à des pressions de tout genre et que nous dépendons de la Société des journalistes professionnels américains, dont je fais partie, bien sûr. Alors, l'éventuel retour au pays, c'est quand? Bon, ben, l'éventuel retour au pays, c'est à l'horizon. Donc, retour au pays avec des projets concrets, parce que les gens du pays, il faut des projets concrets aussi, comment aider les jeunes, surtout avec les jeunes, parce que j'ai au cœur la jeunesse. Vous savez que 60% de la population congolaise est constituée de jeunes, de 0 à 35 ans. Donc, nous avons vraiment à cœur cette population. N'exclus pas les autres non plus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette jeunesse-là. Nous devons les aider parce que nous ne pouvons pas laisser notre pays, nos jeunes dans la loisiveté, nos jeunes dans l'inespérance. Nous devons leur donner une formation, nous devons les aider, nous devons les éduquer, nous devons les conscientiser afin qu'eux puissent se relever et que tous ensemble puissions bâtir ce pays que nous aimons. Voilà, pour terminer, donc, vous aurez la primeur donc, de conclure cette émission. Je vous demande d'adresser, ou je vous propose d'adresser un message au gouvernement du Congo sur les initiatives que vous venez d'évoquer. Et un autre message à la diaspora congolaise de l'étranger. D'abord, au gouvernement. Au gouvernement, ce que je veux lancer comme message, je leur dirais ceci. Nous savons très bien que vous avez échoué, que pendant plus de 40 ans, le Congo n'a pas avancé d'un iota. Donc, le moment est venu aujourd'hui de faire le bilan de votre gestion. Et nous savons que votre gestion est médiocre. Donc, le temps est venu de passer le relais, le témoin à une nouvelle génération. Parce que j'estime que non, nous sommes aujourd'hui en mesure de diriger ce pays. La politique, c'est faire avancer les choses. Et ça fait un moment que les choses n'avancent pas, c'est le statu quo. C'est pour cela que nous lançons l'appel. Le président Théodoro de l'Équatorial a lancé un appel, il a mis en place un dialogue avec sa diaspora et supervisé par la communauté internationale. Je pense que le gouvernement congolais aussi doit emboîter aussi le pas. Nous avons besoin d'un vrai dialogue où tous les citoyens congolais, peu importe leur obédience, peu importe leur appartenance politique, leur je ne sais pas quoi, tous ensemble, nous devons nous asseoir et sous la supervision aussi de, si c'est possible, de la communauté internationale et avec la diaspora, discuter tous ensemble pour pouvoir trouver des solutions à la sortie de notre crise et que notre pays avait les plus belles lurettes. Donc voilà le message que je peux lancer au gouvernement, c'est qu'eux, ils reviennent au bon sens. Et nous sommes tous citoyens congolais, donc le pays nous appartient tous. Et notre devoir aussi, dans chacun, d'apporter sa pierre dans la construction de ce pays. Quels sont justement sur ce point, Evra, sur ce point, quels sont les moyens de pression que vous mettez à contribution pour les obliger à vous comprendre ou à comprendre ce que vous proposez? Parce qu'il ne suffit pas de dire toi pour que je m'y mette, mais est-ce que vous avez des moyens d'accompagnement pour faire aboutir cela? Allô? Oui, je vous écoute. Je disais, mais le Congo a des partenaires économiques. Donc, nous allons aussi auprès des partenaires du Congo, auprès de toutes les institutions où le Congo va frapper, demander afin qu'eux aussi fassent pression aussi au pouvoir de Brazzaville. Chancellerie étrangère aussi. Voilà, nos partenaires de toujours, comme la France, l'Union européenne, les États-Unis, les 5 pays membres du Conseil de sécurité, faire pression aussi à l'Organisation des Nations Unies aussi, à l'Union africaine, et voilà, si ils puissent toucher, persuader le pouvoir en place, que nous puissions tous ensemble discuter, nous asseoir et à dialoguer, quoi.
Evra, nous allons terminer. Je m'excuse énormément. Il y a un point très important sur la France que vous citez vous-même. Je considère la France comme le troisième larron dans cette crise. Avez-vous l'impression que la France est en train de faire bouger les choses? Parce que j'ai comme moi l'impression que dans la France, vous avez aussi bien les politiques que des individus qui ont des relations personnelles avec le pouvoir et qui auraient pour comportement de faire traîner les choses, notamment en ayant des relations personnelles avec des individus qui sont au pouvoir. Est-ce que vous pensez à la sincérité de ces Français-là? Je vous dirais, M. Jean-Lewis, que la France connaît très bien la situation qui se passe. Le grand problème au niveau aujourd'hui que les gens ne comprennent pas, qu'aujourd'hui j'ai ce privilège de parler sur votre chaîne, c'est l'inexpérience de la diaspora et de la classe politique congolaise. La France connaît notamment la classe politique congolaise concret. C'est ça le problème au niveau de la France. Les Français nous connaissent très bien. Le Congolais, en dehors du pouvoir, les Congolais n'ont pas de projet politique cohérent, clair. Nous ne pouvons pas faire la politique à base du tribalisme. C'est pas en criant matin, midi, soir que ça doit partir, que voilà, que les gens vont nous aider, que la France va nous aider. Je ne pense pas. Nous n'avons pas de projet politique cohérent. Nous n'avons pas un discours politique. C'est ça le problème. Parce que nous rencontrons aussi nos amis français aussi, nous côtoyons aussi les gens qui sont au milieu du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Les gens ne sont même pas connus dans leur pays. Dans la politique, beaucoup sont au sein de la diaspora, ils ne sont pas connus dans leur pays. Nous n'avons pas un projet politique cohérent, clair. Nous n'avons pas une ligne directrice. Et la France aussi a ses intérêts. En politique, tout est question des intérêts. Qu'est-ce que nous garantissons aux intérêts français? Rien. Mais moi, j'ai eu ce privilège de discuter avec le directeur de Total, du feu, Christophe de Margerie. J'ai discuté avec lui, il m'a dit beaucoup de choses. Oui. Mais vous savez que Total, par exemple, les compagnies ont investi beaucoup d'argent avec le gisement de Moho-Nord. La base a été faite en Corée du Sud. La France, Total a investi beaucoup d'argent, mais ils ont peur. Les gens ne veulent pas de la guerre. Voilà, parce que les gens ne veulent pas. Et ceux qui prennent, non, ça doit partir par un moyen militaire, les gens ne veulent pas. Les gens se de la guerre. L'argent n'est pas le bruit des bottes. Si les gens ne comprennent pas, l'argent n'est pas le bruit des bottes. Ceux qui proposent maintenant la violence, mais ça ne passe pas. Voilà. Il faut user des moyens politiques. L'exemple, pour continuer, si vous me le permettez. Allez-y. Ceux qui appellent Sassou M. 8%. Les gens qui appellent Sassou M. 8%. Pourquoi ils appellent Sassou 8%? C'est qu'il y a eu des élections. Combien de gens ont dit que non, Sassou, combien de gens n'ont pas voulu qu'il y ait des élections? Ils ont refusé que non, que Sassou, il triche. Malheureusement, malgré tout ça, il y a eu des élections et Sassou a perdu. Donc, ce qui revient à dire que non, Sassou peut organiser des élections et puis, je dis que non, après Sassou, M. 8% doivent se taire. Parce que c'était les premiers à tout saisir les élections présidentielles au Congo. Oui, que non, Sassou, c'est un tricheur, il va tricher. Sassou, les élections, il a perdu. Ce qui est, c'est possible. Sassou organise les élections et qu'il perde aussi. Aujourd'hui, vous l'appelez M. 8%. Quelle absurdité! Voilà les politiciens congolais. Voilà l'homme politique congolais. Ils sont bêtes. Ils se sont les premiers à décrire les élections et ce sont encore les premiers à appeler Sassou 8%. Mais non, c'est quelle absurdité! Voilà. Il a été armé en Gambie. Il a organisé les élections. Il a perdu. Comment est-ce que vous voulez que la communauté internationale nous en aide? Mais si nous refusons, nous ne sommes pas capables de nous présenter aux élections. Pourquoi Yaya Jammeh est parti en Gambie? Yaya Jammeh a organisé des élections, il a perdu. Et lui-même, il a reconnu que non, il avait perdu les élections. Et quand il a voulu faire vote de face, c'est là où la communauté internationale, il a préféré la communauté internationale. Et c'est là où le Yaya Jammeh a cédé. C'est aussi notre démarche aussi au niveau de Sassou aussi. Nous devons pousser Sassou à organiser les élections libres, transparentes et équitables. Et en libre, équitable, nous pouvons battre Sassou. Voilà. Et ceux qui ne croient pas aux élections, arrêtez d'appeler Sassou M. 8%. Parce que si vous ne voulez pas participer aux élections, arrêtez d'appeler Sassou M. 8%. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire. Voilà, c'était celui-là, le message de la diaspora. Hein?
Alors, je vous écoute un peu plus loin. Très loin. Oui, il y a eu quelque chose à votre niveau. Nous allons conclure donc cet entretien. Il y avait le volet diaspora. Allô? Essayez de mettre un peu de volume, je vous écoute un peu de loin. Oui, vous avez eu un incident technique, je crois. Allô? Oui, je vous écoute un peu de loin. Oui, vous pouvez parler, hein, pour conclure. Je vous donne une minute pour conclure. Donc, pour conclure, je dirais ceci. Moi, je crois au génie congolais. Je crois que nous sommes capables de relever le défi. Et n'ayons pas peur. C'est notre peur. La peur, ça fait utiliser la peur. C'est notre peur qui fait que les choses n'avancent pas dans notre pays. Nous devons braver cette peur. Et voilà, arrêtons d'avoir peur. Il ne se reproche de rien. C'est toujours que nous nous reprochons rien. Et nous ne sommes pas dans la même génération. C'est nous pensons que non. C'est notre droit. Et personne aussi qui nous conteste ce droit d'apporter quelque chose dans la construction de notre pays. Donc, c'est un message d'encouragement, un message de confiance. Je crois que le Congo va changer. Je crois que les choses vont bouger. Que le monde change. Et ce n'est pas question que les choses demeurent statiques de notre pays. Et les choses aussi vont bouger au niveau du Congo. C'est un message d'espoir à tous les citoyens congolais, dans le monde entier, de croire en nos capacités, de croire que les choses vont changer. Et nous sommes capables de ce défi, de le relever aussi. Voilà le monde. Voilà. All right, j'aurais pu dire. C'était donc notre ami Évrard Nango qui nous invite au courage pour faire bouger les choses. Parce que rien ne peut s'acquérir sans pression, sans lutte. Alors, merci à toi, Évrard Nango, d'avoir accepté cette invitation. Je remercie également tous ceux qui ont contribué voilà, à cette organisation, voilà, ce contact. Merci également à ceux qui sont branchés sur Facebook. J'aurai donc pour prochain invité, Monsieur Mbiki de Nani Telamio, qui sera mon invité demain au Journal de la Communauté. Avec Mbiki de Nani Telamio, nous parlerons justement de cette crise congolaise, mais surtout de son concept cheval de bataille qui est le rassemblement. Alors, bon week-end à toi, mon cher Eva, et à la prochaine occasion. Merci une fois de plus. Voilà, nous étions donc avec notre ami Évrard Nango de la communauté congolaise de France. Jean Lewis, je vous retrouve demain avec Monsieur Mbiki de Nani Telamio. Mbiki de Nani Telamio, qui est membre de la communauté congolaise, je crois, du Texas. Non. Communauté congolaise du Canada. Et avec Mbiki, nous allons aborder le problème de cette crise congolaise, comme je l'ai dit tantôt. Alors, merci d'avoir suivi ce live à tout le monde et bon week-end chez vous.